Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur LCA. À la une, ce soir, cela fait 72 heures que les Burkinabés connaissent le couvre-feu décrété par le président du Faso. Une mesure pour freiner la propagation du coronavirus à partir de 19 heures. Ce sont des populations qui cherchent à vite rentrer chez eux. Constat à suivre dans ce journal. Au sommaire également, depuis l'avènement de la pandémie, l'État burkinabé cherche des voies et moyens pour contenir ce virus. Mais à côté, il y a une solidarité des Burkinabés qui se manifeste. Kadri Désiré Ouedraogo, candidat à l'élection présidentielle de 2020, a fait un don de 2 millions au ministère de la Santé pour l'aider à lutter contre cette pandémie. La remise officielle de ce don, c'était hier à Ouagadougou. Vous le verrez dans cette édition. Et puis l'armée tchadienne a subi lundi dernier la plus grosse perte de ses soldats. 92 militaires de ses soldats, justement, ont été tués dans une attaque perpétrée par Boko Haram. Idriss Déby, le président tchadien, écœuré d'y vouloir s'installer dans la région du lac Tchad pour mener la contre-offensive. Voilà donc pour les titres de ce 20h. Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes sur LCA. 92 militaires tchadiens ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans la nuit de lundi dernier. C'est donc à Boma, dans la province du lac Tchad. L'attaque qui visait les militaires de la presqu'île de Boma a duré au moins 7 heures. Et les renforts envoyés ont eux-mêmes été pris pour cible. Selon un officier, 24 véhicules de l'armée ont été détruits, dont des blindés, tandis que du matériel militaire a été récupéré et emporté sur 5 hors-bord par les éléments de Boko Haram. Eh bien, après ce coup dur, le président tchadien s'est lui-même rendu sur les lieux où il a indiqué effectivement que l'ennemi a porté un coup dur au système de défense tchadien dans la zone. Idriss Déby annonce qu'il ira lui-même s'installer dans la région du lac Tchad pour réorganiser l'armée et mener lui-même la contre-offensive contre Boko Haram. Je vous propose de l'entendre. Nous avons perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers. Je suis bien venu m'incliner devant leur mémoire ici. De dire aussi aux Tchadiens, non seulement nous avons connu des morts, mais nous avons aussi des blessés, 47 blessés, qui ont été transportés par nos propres moyens à N'Djamena, soins intensifs, certains. Cette action de Boko Haram, et je dirais que c'est pour la première fois. J'ai assisté à beaucoup des opérations, j'ai mené beaucoup des opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire, c'est pour la première fois. Et je suis pour ça écœuré. Nous allons revoir tout notre dispositif. Revoir tout notre dispositif pour éviter ce que Boma a connu. Au Nigeria, cette fois, le groupe Boko Haram a également tué 70 éléments de l'armée nigériane. Le convoi de ces soldats était la cible d'éléments de Boko Haram dans l'état de Borno, au nord du pays. Le président Muhammadu Buhari a exprimé sa désolation suite à cette attaque. Il a appelé mardi les soldats de son pays à garder le moral haut malgré la perte énorme. Dans un communiqué, l'exécutif nigérien a indiqué, je cite, « J'exprime un profond chagrin et une profonde tristesse à propos de la perte de ce soldat tombé dans une embuscade tendue par des terroristes dans le village de Gorji dans l'état de Borno, mais pas de quoi entamer le moral de Buhari malgré les tragédies et les incidents. Nous ne pouvons pas permettre aux anarchistes et aux assassins de masse de prendre le pays en otage. » Il invite aussi ces soldats à ne pas laisser l'incident affecter leur morale. On ouvre à présent le chapitre Covid-19. Le Mali, jusque-là épargné par cette pandémie, vient d'enregistrer ses premiers cas dans la journée d'hier mardi. Il s'agit de 2 personnes de nationalité malienne rentrées de France les 12 et 16 mars 2020. Le premier cas est une dame de 49 ans résidant à Bamako. Le deuxième cas est un homme de 62 ans. Les 2 cas sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires du pays. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion des cas et invite les populations à rester sereines et à respecter strictement donc les mesures de prévention recommandées. Au Burkina Faso, maintenant, Monseigneur Séraphin Rouamba, ancien président de la conférence épiscopale Burkina, Niger et archevêque de Koupila, a été testé positif
au coronavirus. L'annonce est faite par l'actuel président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Paul Ouedraogo. Le prélat précise qu'il a été transféré à l'hôpital de Tengango, avant d'ajouter que les confrères du secrétariat de la conférence se mettent en confinement et demandent à ceux qui ont rendu visite à Monseigneur Séraphin Rouamba de se mettre en confinement en se surveillant ou éventuellement appeler au 35-35. Toujours au Burkina Faso, cela fait 3 jours déjà que le couvre-feu est décrété sur toute l'étendue du territoire national de 19h à 5h du matin. Une mesure drastique qui vise à réduire les risques de contagion au Covid-19. Certains parlent de la violence des FDS à l'endroit justement des personnes qui ne respectent pas l'heure de couvre-feu. Poursuivre donc ces faits. Alain Koulibaly a promené sa caméra hier dans quelques rues de Ouagadougou à partir de 19h. Je vous invite à suivre ce reportage. Il est exactement 19h30 sur l'avenue Kwame Nkrumah. À vue d'œil, aucune présence humaine. Les commerces sont fermés et les rues vides. Le mot d'ordre du couvre-feu est visiblement respecté dans cette zone. La présence des forces de l'ordre est omniprésente, pas moyen de les filmer. Nous n'en avons pas l'autorisation, nous confie-t-il. À moto ou en voiture, ils sillonnent les artères de la ville, munis de cordelettes et d'armes pour faire respecter le couvre-feu. Dans la mêlée, ces vigiles et autres agents de sécurité postés devant les immeubles et les concessions dont ils ont la tâche de protéger. On est là toujours pour la surveillance et tout se passe bien. Et également le couvre-feu, en tout cas vraiment c'est à partir de 19h tout le monde, on respecte correctement, tous les citoyens respectent le couvre-feu. Actuellement tout le monde, vous voyez actuellement il n'y a personne. Et la collaboration avec les forces de défense? Avec des problèmes avec eux? Absolument pas. Absolument pas. Ils nous saluent, bon, on se tient main dans la main pour la sécurité du pays. Direction le centre-ville. À la place des cinéastes, c'est un calme glacial qui nous accueille. Même constat, seuls les vigiles et quelques forces de l'ordre en retrait font le guet. Il en est de même sur l'échangeur du Nord, où la ferveur et le trafic fébrile d'antan fait place à un vide. L'on se croirait à Tchernobyl. Quelques riverains assis devant leur concession, visiblement allergiques à notre caméra, prennent la poudre d'escampette pour ne pas se faire filmer. Notre course s'achève à Gonguin, l'un des quartiers populaires de la ville, connu pour ses dizaines de maquis folkloriques qui pilulent le long de ses rues. Le brouhaha d'antan, la bière fraîche et les fumées des grillades d'antan ont laissé place au calme et à l'inertie. Lors de la rencontre de presse du gouvernement sur le Covid-19, des mesures ciblées sur la ville de Ouagadougou ont été édictées par le gouverneur de la région du centre sur le processus de la mise en œuvre de ces différentes mesures qui semblent difficiles à appliquer. Le ministre de la communication du Burkina Faso, présent au point de presse sur le Covid, a donné des éléments d'explication. Pour lui, ces mesures sont de l'intérêt de tous. Gildas Da et Sir Constantin Da pour la synthèse. Personnes âgées. Fermeture de gros marchés IA de Ouagadougou à partir de demain 25 mars. C'est la décision du gouverneur de la région du centre. À propos de ce texte, le ministre Dandinou se veut rassurant et promet des mesures d'accompagnement. C'est pour ça, sur la question des marchés IA, le gouverneur a pris son texte, mais aujourd'hui il y a une concertation. Vous savez, dans une situation comme celle-là, qu'est-ce qui préoccupe le plus? C'est la sécurité des acteurs. Comment on fait pour que la maladie se transmette? Et si on doit arriver à une fermeture des marchés, on va y arriver. Simplement, il faut garantir en même temps de ne pas tomber dans une situation où un certain nombre d'acteurs ne pourront pas s'approvisionner. Donc, il faut regarder les modalités pratiques. Si c'est des stocks de véhicules, de vélos, de tissus, etc., je regrette, ce n'est pas des choses essentielles aujourd'hui. Mais si c'est des situations où les gens doivent pouvoir manger, pouvoir se soigner, pouvoir avoir accès au minimum vital, ça c'est des questions sur lesquelles les acteurs réfléchissent actuellement pour que l'arrêté du maire qui va mettre en application ce texte du gouverneur-là précise tous ces éléments-là. Donc, tous les aspects sont pris en compte, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, mais la question principale, c'est d'arriver à interrompre la chaîne de transmission communautaire.
Des rumeurs insistantes font de plus en plus cas d'un possible confinement de la ville de Ouagadougou dans les jours à venir. Et depuis toujours, y compris dans son propos, son Excellence le Président Roch-Marc Christian Kaboré a dit que les mesures pourraient être évolutives. Et si on doit aller vers une quarantaine ou un confinement de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, on va y aller parce qu'il faut arriver à rompre cette chaîne de transmission communautaire. Mais les décisions seront prises de façon graduée. Et quand il n'y aura plus d'autres solutions que celle-là, le gouvernement devrait y aller. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans cette situation, je pense que le gouvernement assume ses choix et met en œuvre de façon coordonnée les différentes directives en s'appuyant sur ce que les techniciens, les scientifiques nous disent, afin justement de ne pas faire d'erreur. Parlant d'erreur, dans une note, le procureur du Faso a appelé les FDS à éviter des sévices corporels quant aux contrevenants au couvre-feu. Là, le ministre Dandjinou est un tantinet ironique. Des personnes qu'on manœuvre, c'est attentatoire à leur dignité, etc. Donc je pense que les acteurs ont pris conscience, ça va être corrigé. Voilà. Mais je dis en souriant, je suis content que le procureur s'émeuve pour ça. Mais je dirais qu'il aurait pu s'émeuvoir aussi lorsque dans le cadre du travail, les réseaux sociaux ont montré une personne se faisant agresser. La justice ne doit pas être sélective. Elle doit s'appliquer à tout le monde de la même façon. Donc si on montre des gens qu'on manœuvre dans les réseaux sociaux, que le procureur s'émeut et qu'il rappelle à l'ordre la police, la gendarmerie, tous ceux qui sont en charge de faire respecter la loi, je suis surpris que quand il voit une violation manifeste de quelqu'un agressé dans son bureau, ça ne l'inquiète pas, qu'il n'interpelle personne, qu'il n'appelle personne. Mais je crois qu'il est important effectivement que les acteurs au niveau des FDS soient respectueux des droits, et je pense qu'ils en ont tiré conséquence. Voilà. Mais je dis, attention à ceux qui ne vont pas respecter. Ça serait à leur risque et péril. Là-dessus, je pense que je suis totalement solidaire avec une force de défense et de sécurité. Les mesures pourraient donc, dans les jours à venir, se durcir si la courbe d'infection du Covid-19 ne s'infléchit pas au Burkina Faso. En ces temps critiques et d'incertitudes auxquels sont confrontés les Burkinabés face à la pandémie du coronavirus, renforcer le dispositif de protection des agents de santé et de prévention de la maladie devient plus que nécessaire. Kadri Désiré Ouedraogo, candidat à la présidentielle de 2020, offre 2 millions de francs CFA afin de mettre un frein à la chaîne de contagion du Covid-19 au Burkina Faso. Une solidarité dont il a fait preuve en mettant donc cette somme à la disposition du ministère de la Santé. C'était donc hier mardi, compte rendu Ahmed Nanema. La somme de 2 millions de francs CFA, c'est le don de Kadri Désiré Ouedraogo, ici au ministère de la Santé, au profit des hommes en blouse blanche pour renforcer leur capacité de riposte contre le Covid-19, mais aussi pour la prise en charge des personnes infectées. Un geste essentiel, selon le donateur, pour témoigner sa solidarité face aux épreuves que traverse son pays, le Burkina Faso. Notre pays traverse actuellement la dure épreuve de la pandémie du Covid-19. En cette occasion, la solidarité entre les fils et les filles de notre pays est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité apporter ma modeste contribution à la prise en charge des malades et à la protection du personnel soignant. Pour le ministère de la Santé, ce don vient à point nommé car il permettra de renforcer le stock de masques de protection et de gel hydroalcoolique qui demeure insuffisant. Ce geste que son Excellence M. Kadri Désiré Ouedraogo vient de faire va contribuer à renforcer les capacités de lutte contre cette pandémie de Covid-19 dans notre pays. Nous n'avons pas suffisamment de masques de protection, nous n'avons pas suffisamment de gel hydroalcoolique. Je crois que ces contributions vont nous permettre de renforcer en tout cas le stock de gel hydroalcoolique. Face à l'avancée significative du coronavirus au Burkina, Désiré Ouedraogo en appelle au sens de responsabilité des citoyens afin de mettre un terme à la chaîne de contagion. La santé de nous tous dépend du comportement de chacun. Même si vous avez le sentiment que vous êtes solide et bien portant, n'oubliez pas qu'il peut y avoir autour de vous des personnes fragiles dont la vie dépend de votre sens des responsabilités, de votre discipline et également de notre comportement collectif.
N'ayant pas suffisamment de moyens pour la prise en charge gratuite des malades du Covid-19, le Burkina devrait, selon l'homme d'État, privilégier et mettre l'accent sur la prévention. Depuis hier, mardi, le monde de la culture a perdu une icône. Il s'agit de Manu Dibango, la virtuose du saxophone et de l'African Jazz. Emmanuel Njoké Dibango, alias Manu Dibango, a tiré sa révérence de suite de Covid-19. Le créateur du soul, Makossa, laisse derrière lui une discographie riche. Ils sont nombreux donc les Burkinabés qui ont connu l'homme. Témoignage dans ce reportage de Alain Koulibaly. Muni de son saxophone, le maestro Manu Dibango fredonne à cœur joie les notes de son mythique soul Makossa. Un tube planétaire qui révélera ce natif de Douala au Cameroun au reste du monde. S'en suivront depuis lors une panoplie de tubes, jazz et de culture africaine. L'artiste s'en est allé, mais des souvenirs, il en reste toujours. Manu Dibango est un immense artiste, pas seulement parce qu'il produisait des sons extraordinaires, mais c'était aussi un homme qui vivait comme il jouait de la musique, et il jouait de la musique comme il vivait. Un artiste qui était très ouvert, étant avec la jeune génération, les plus anciens, et même surtout également les jeunes qui se lançaient dans une activité culturelle. Il prodiguait beaucoup plus de conseils. Je me rappelle également aussi de cet album qui a beaucoup marché, Wak Africa, où il a rassemblé la majorité des artistes africains, non des moindres, Angélique Kidjo, Papa Wemba, Youssou. C'était incroyable. Pour moi, c'est l'image de l'unité africaine quand je vois quelqu'un comme, quand j'écoute cet album Wak Africa. De son vrai nom Emmanuel Njoké Dibango, l'artiste verra le jour en 1933 à Douala au Cameroun, qui est alors une colonie française. En 1949, le jeune Dibango débarque en France pour poursuivre ses études. Il y découvre peu à peu son amour pour le saxophone, dont il fera l'instrument phare de sa musique. L'adolescent troque ses études pour la musique et commence à se produire sur les scènes européennes. Démarre alors pour Manu Dibango une longue et grande carrière musicale à travers le monde. Manu Dibango laisse à la postérité le goût de vivre, l'envie de donner, mais aussi les conseils. Manu Dibango laisse à la postérité, évidemment, des morceaux cultes comme Soir au village, des morceaux cultes comme Soul Makossa. Je garde trois visages de l'homme. Voilà, le premier visage, c'est sur le plan purement musical. Je dis que Manu Dibango, il se situe dans la lignée des grands saxophonistes afro-américains, africains et puis américains. Moi, quand j'écoutais Manu Dibango chanter, je pensais immédiatement à un monsieur comme Louis Armstrong. Vous voyez. Le deuxième aspect, c'est sur le plan purement culturel. Manu Dibango, quoi qu'on dise, quand on parle de la négritude, on parle de Césaire, de Senghor, de Damas, mais la négritude a un pan purement musical aussi. Manu Dibango, c'est un peu la même chose. C'est sur le plan, cette fois-ci, purement culturel, c'est quelqu'un qui a affirmé l'identité et la valeur de l'homme noir à travers la musique. La persévérance, l'Afrique, il laisse pour nous, il montre à tout le monde, à tout le monde entier que l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Il n'avait jamais été présenté comme quelqu'un qui aimait ce qui venait d'ailleurs. Lui pensait toujours que tout venait de l'Afrique, la musique, la danse, tout ce qu'il y a comme plaisir, joie, la gaieté venait de l'Afrique. On voyait un peu sa manière de s'habiller. Moi je pense que c'est ce qu'il laisse, c'est ce qu'on doit retenir en lui.
L'artiste est décédé ce mardi 24 mars, 6 jours après avoir été hospitalisé pour cause de Covid-19. Sa famille indique qu'un hommage lui sera rendu après la période de confinement de la population en France. Direction le Brésil, toujours avec le coronavirus. Jair Bolsonaro rejette le confinement qui menace, selon lui, de ruiner le pays. Le président d'extrême droite semble minimiser les risques liés à la pandémie du Covid-19. Le président brésilien dénonce également les mesures prises dans plusieurs pays, dans plusieurs villes et États du pays, alors que dans le même temps, un tiers de la population mondiale est placée en confinement. Les autorités de certains États et municipalités doivent renoncer au concept de la terre brûlée, l'interdiction des transports, la fermeture des commerces et le confinement massif, a donc affirmé Jair Bolsonaro dans un discours retransmis à la radio et à la télévision. Nous devons maintenir les emplois et préserver l'approvisionnement des familles, a-t-il ajouté, se rapprochant de la position de Donald Trump qui estime que le remède peut être pire que le problème. Mardi, le Brésil recensait 2201 cas de Covid-19 et 46 décès. On y va maintenant en Tanzanie pour terminer ce journal. Le chef de l'État, John Magufuli, a décidé, lui, de ne pas fermer les lieux de culte parce que le coronavirus ne peut pas survivre dans la maison de Dieu. Il a demandé aux populations de continuer à aller à l'église alors que le pays compte déjà 12 cas. John Magufuli a notamment expliqué l'origine du coronavirus en l'associant à Satan qui ne pouvait survivre dans le corps du Christ. Pour lui, seule une intervention divine pouvait vaincre le virus. Il a demandé aux Tanzaniens de se rendre dans les lieux de culte alors que plusieurs pays ont interdit les rassemblements religieux pour limiter la contagion. En Tanzanie, les écoles sont fermées, les événements sportifs reportés, les voyageurs venant de pays touchés par la pandémie sont placés en quarantaine. Mais ces restrictions ne touchent pas, bien sûr, la vie religieuse. Voilà, madame, messieurs, c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain encore, je serai avec vous pour d'autres actualités avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et suivez toujours les programmes de la chaîne africaine de télévision. Bonsoir.